Et cette notion de construction hors site est un néologisme pour parler de préfabrication aujourd'hui, pour faire simple dans la définition aujourd'hui qui est encore un peu en débat. Comme l'a mentionné hier Suzanne Stetcher, cette contribution fait écho donc, au colloque qui a été organisé par le laboratoire Immobilière 3F et la Maison de l'Architecture Île-de-France l'an dernier sur la construction hors site face à l'Anthropocène, et aussi à une exposition qui s'appelait Hors site mais pas hors sol, aussi organisée par la Maison de l'Architecture Île-de-France, dans lequel j'ai eu la chance d'être co-commissaire avec Francesco Marinelli, cofondateur de l'agence HITS Architecture. L'idée de cette contribution est de présenter comment la préfabrication peut être une opportunité pour développer les matériaux géobiosourcés au travers d'un panorama de solutions et d'initiatives. Pour comprendre le contexte, il faut noter que la préfabrication actuellement est mentionnée dans de nombreux discours politiques, car elle permettrait de répondre aux enjeux et aux contemporains et aux difficultés rencontrées dans le secteur de la construction aujourd'hui. Coûts, délais, pénurie de ressources, pénurie de main-d'œuvre, crise du logement. Ces difficultés ne sont pas sans rappeler celles des années de reconstruction, ainsi que toutes les expérimentations et questions qui avaient été menées autour de la préfabrication à l'époque. Pour autant, ce n'est pas l'objet de cette contribution, mais cela a été étudié par de nombreux historiens qui ont permis de retracer ces procédés, leurs réussites, leurs échecs, leurs controverses. L'idée n'est pas non plus de confronter industrialisation et artisanat, deux notions qui sont beaucoup revenues depuis hier, mais plutôt de présenter des initiatives qui cherchent un équilibre entre les deux. La préfabrication connaît un regain d'intérêt au travers ou grâce à la construction bois, qui est un matériau intrinsèquement préfabriqué. Comme on a pu le voir au travers de nombreux exemples hier soir, il peut être transformé ou non, prendre différentes formes, ossature, panneaux, charpentes, modules. Mais le panorama que je vais présenter aujourd'hui s'intéresse à 3 autres matériaux, la paille, le chanvre, la terre, et leur application, notamment dans le logement social, qui fait un petit pas de travers par rapport à toutes les présentations qui ont été faites depuis hier, qui sont souvent des pavillons ou des équipements. Là, on se retrouve dans un autre contexte architectural avec un contexte économique un peu différent. Donc, pour commencer, la paille. Pour rappeler brièvement un historique, la maison Feuillette, donc de l'architecte Feuillette à Montargis, qui a été construite en 1920. Elle serait l'une des premières maisons construites à partir du ballot de paille, déchets standardisés industriels agricoles, directement insérés dans une ossature en bois. C'est ce procédé-là qu'on retrouve aujourd'hui pour l'utilisation de la paille en isolant. La paille est insérée sur le chantier dans des ossatures en bois, comme on peut le voir à gauche. Celle-ci peut générer beaucoup de déchets, de chutes et poser des questions de propreté de chantier. C'est pourquoi, et à partir de ce constat, certains acteurs ont décidé de la préfabriquer. Préfabriquer ces murs en ossature bois avec des ballots de paille. D'après les industriels, ce déplacement du chantier en usine ou en atelier permettrait de contrôler la mise en œuvre de la paille et aussi de gérer le conditionnement de la paille, sa logistique et le stock, notamment grâce aux liens qu'elle crée avec les agriculteurs locaux. Autre point intéressant, c'est lorsque l'on travaille la paille aujourd'hui, on est souvent limité au conditionnement de l'agriculture, ce bloc de 36 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, certains industriels cherchent à développer des outils permettant de recompacter la paille avec des dimensions différentes qui permettraient de trouver de nouveaux usages. Ce panneau préfabriqué, on peut le retrouver dans différents programmes. Ici, donc, un collège à Nancy, ou encore là, une transformation de bureau en logement qui a été réalisée dans le 15e arrondissement à Paris. Et ici, au travers de panneaux préfabriqués pour des logements sociaux, où les panneaux étaient complètement finis en arrivant sur le chantier, qui a permis à la maîtrise d'ouvrage de gagner du temps et donc économiquement être un peu plus intéressant. Deuxième matériau, le chanvre, ou plus particulièrement le béton de chanvre. La mise en œuvre du béton de chanvre sur chantier peut être très salissante. Comme on peut le voir sur l'image centrale, le béton de chanvre est projeté sur une paroi et nécessite un temps de séchage et donc des conditions thermiques et hygrométriques particulières. À droite, une réalisation portée par Immobilière 3F qui a été réalisée en béton de chanvre projeté sur site et qui a été très contraignante en termes d'impact, en termes de chantier pour les riverains, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, Immobilière 3F se demande s'il n'y a pas d'autres moyens. Et c'est pour ça que
je vais vous présenter ici une usine, Wallup Préfa, qui, comme la paille, a décidé de venir préfabriquer ses murs en béton de chanvre. Et cela permettrait aussi de gérer la qualité de mise en œuvre, l'homogénéité du mélange, les conditions de séchage et des aléas, de ne plus dépendre des aléas de la météo. Ici, au travers de cet exemple, j'aimerais souligner 2 points. Le premier est le développement de leur propre outil qui leur permet de couler du béton de chanvre plutôt que de le projeter. Dans la création de leur chaîne de production, ils font aussi attention à la gestion des eaux usées générées par ce processus. Le travail en atelier leur permet de les récupérer et de les réutiliser ou de les traiter. Le deuxième point, c'est leur ancrage territorial. Ils se sont installés à côté d'une chanvrière qui leur permet d'avoir leurs ressources au plus proche et de limiter les transports. Le chanvre de cette chanvrière provient d'un rayon de 50 km de cette usine, avec une gestion de la production de chanvre avec les agriculteurs locaux. Chaque année, un certain nombre de champs sont dédiés à la production de chanvre qui permet de régénérer les terres. Le chanvre peut restituer de l'azote aux terres et il y a un système de rotation et d'alternance de ces productions entre denrées alimentaires et chanvre. Ici, un exemple pour du logement à Nantes par l'atelier Ramdam et Palast, de 81 logements en R+6, dans lequel ils sont venus re-questionner ce panneau parallélépédique classique et en venant travailler l'arrondi de ces panneaux. Ce qui peut aussi questionner sur le lien entre l'industriel et l'architecte et comment ils ont pu collaborer ensemble. Le dernier matériau, la terre. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ce matériau, car il a beaucoup été présenté lors de ce colloque. Et surtout que je vais reparler de l'exemple que Suzanne Stacher a mentionné hier, Martin Rohr. Donc je ne vais pas reprendre toute l'histoire de sa démarche, mais je vais insister sur le fait que Martin Rohr a lui aussi développé son propre outil, sa propre machine, qu'il a appelée Roberta, comme pour les exemples de la paille et du chanvre. Son process lui permet de créer des murs allant jusqu'à 50 mètres de long, qu'ils vont être découpés, déplacés, numérotés et assemblés sur chantier avec un travail de joint fait manuellement. Cette préfabrication lui permet d'offrir la possibilité de créer des murs en pisé 365 jours l'année et ne plus dépendre des aléas du chantier. Comme il a été expliqué hier, pour Martin Rohr, la démarche de la notion de local est très importante. Et ici, 2 exemples de chantiers qui ont été réalisés à moins de 200 km de son usine et avec des ressources d'environ 10 km de l'usine. Et enfin, un exemple réalisé à Boulogne avec des industriels français qui se sont inspirés de la démarche de Martin Rohr et porté par l'agence d'Eschlet, donc un R+4 de 8 logements sociaux. Donc ici, on voit bien la nouvelle architecture en terre ancrée dans un territoire urbain. Dans ces 3 exemples, ce qui m'intéresse, c'est le développement de nouveaux outils inspirés par les savoir-faire ancestraux, artisanaux, qui permettent de rendre accessibles des matériaux géosourcés ou biosourcés dans les logements sociaux. Dans la réalité, ça reste encore un peu plus cher que le béton, mais certains industriels expliquent qu'avec la mise en place de filières, le coût pourrait baisser. Cela rappelle aussi ce qui a pu se passer dans le passé, et donc il y a encore beaucoup de preuves à faire. Après, ce que je trouve aussi intéressant au travers de cette question de la préfabrication, c'est la question de la collaboration. Parce que pour pouvoir s'approprier toutes ces techniques, ces savoir-faire, ces outils, il est important de pouvoir collaborer. Et cette question de collaboration va au-delà des matériaux géobiosourcés et questionne vraiment toute la préfabrication. Immobilière 3F, le bailleur pour qui je travaille, se questionne sur cette collaboration au travers de montages juridiques. Il expérimente en conception-réalisation, mais aussi en consultation des entreprises en phase AVP, ce qui permet de gérer ou d'anticiper les besoins des ressources dans le cas de projets. Hier, il y avait eu cette question-là qui avait été faite, et c'est vrai que nous, dans le cas d'un projet en pierre, on est venu faire une consultation en amont pour que les entreprises puissent gérer les gisements de pierre. Ou encore ce qu'ils ont appelé la loi MOP inversée. Pour faire simple, ils ont fait une consultation d'entreprise en amont du concours de maîtrise d'œuvre. Cette consultation a été faite sur une étude de faisabilité, et avec différentes prestations de chiffrage pour la prestation. Chaque groupement a dû rendre un prix
et un pourcentage de prix qu'ils ne dépasseront pas dans les négociations à venir. Ils ont aussi établi un cahier des charges de leurs solutions techniques ou de leur panel de solutions techniques. Tous ces éléments-là ont été revus en mise au point, évidemment. Et le groupement a été sélectionné selon différents critères: le prix, l'organisation et les moyens humains, ainsi que leur offre technique et environnementale. Après la sélection de l'entreprise et d'un industriel, un appel à candidature de maîtrise d'œuvre a été lancé, avec, en plus du programme classique, ce cahier des charges techniques réalisé par l'équipe retenue. La sélection de la maîtrise d'œuvre s'est faite de manière plutôt classique et a suivi par une phase de mise au point et de contractualisation durant laquelle il y a eu la mise à jour du coût de l'entreprise. On va rester là. Et au-delà de cette mise à jour du coût de l'entreprise, il a été établi un contrat dit d'interface qui définit les limites de chacun, le droit de regard, la validation, etc. Ce contrat a été rédigé collectivement lors de plusieurs réunions d'échange. L'idée derrière ce process est aussi de garder l'indépendance de l'architecte et de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui, parfois, dans le cas de conception-réalisation, peut un peu perdre sa valeur. Ici, ce sera toujours la maîtrise d'ouvrage qui aura le choix en collaboration avec la maîtrise d'œuvre. Cette expérimentation, elle est menée sur un projet de 46 logements familiaux et 84 logements de jeunes travailleurs dans une ZAC en Seine-et-Marne, à Trillport, une ville qui se situe près de Disney. Et donc ici, les 4 propositions qui ont été faites par les équipes de maîtrise d'œuvre. Donc on voit bien 4 plans masse très différents. Et malgré cette contrainte technique, la diversité architecturale que la préfabrication a pu laisser. L'agence qui a été retenue est l'agence Odile plus Guzzi, avec donc les croquis que vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, le projet a tout juste déposé son PC, donc il est encore un peu tôt pour savoir toutes les conséquences et les avantages et les inconvénients de ce processus. Mais voilà, le retour d'expérience sera sûrement très enrichissant et très différent de ce qu'on a pu avoir à l'habitude ou pas du tout. Mais ce que j'aime bien soulever aussi par rapport à cette expérience-là, c'est qu'on a réalisé une table ronde avec l'ensemble des acteurs de ce projet. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'à la fois la maîtrise d'œuvre et à la fois l'entreprise ont souligné qu'ils avaient dû chausser les chaussures de l'autre par moment. Et donc voilà comment chacun a pu apprendre des pratiques d'habitude, ils sont très confrontés, et là, ils ont vraiment dû collaborer et apprendre de chacun. Très rapidement, sur la question de la collaboration et du partage et de l'intelligence collective, je voulais évoquer le système de la WikiHouse, qui est un système open source, avec une plateforme Internet sur laquelle on peut télécharger des fichiers de blocs qui incluent les commandes numériques pour les outils de découpe ou autres, qui vont permettre de créer une multitude de propositions. Sur la plateforme, il y a aussi des guides de bonne utilisation, de bonnes pratiques, de retours d'expérience. Chacun peut l'alimenter, soit au travers de retours d'expérience, mais aussi pour échanger ou charger de nouveaux blocs que l'on pourrait concevoir soi-même. La WikiHouse s'interroge aussi sur la question de l'échelle de la production et comment ce système pourrait permettre de décentraliser, au travers d'un réseau, un maillage de petites entreprises, une industrie qui pourrait être centralisée en manufacture. Ici, un premier exemple d'application avec un espace de coworking à Londres lors de la réhabilitation d'une structure en métal des JO de 2012. Et ici, une application de logement au Danemark. En résumé, au travers de ce panorama et ses applications, notamment dans le logement social, la préfabrication semble être une opportunité pour rendre plus accessibles les matériaux géo- et biosourcés, même si la démonstration économique reste encore à prouver. Cependant, il faut rester conscient que les dérives, comme celles que l'on a connues, ou d'autres, sont toujours possibles. C'est pourquoi il est important d'avoir des acteurs engagés et aussi de partager, d'apprendre de ces initiatives, car il n'existe pas de scénario unique. Au-delà de ces matériaux géo-biosourcés, la préfabrication est aussi, pour moi, une opportunité plus large de revoir et re-questionner le processus usuel de construction et le rôle de chacun. Merci.